Bien, monsieur le doyen, messieurs les vice-doyens, mesdames, messieurs, chers étudiants, bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme à chaque nouvel événement, le cercle André Tiraco est particulièrement heureux de vous retrouver pour partager ensemble un moment d'échange autour de réflexions diverses qui contribuent, nous l'espérons, à promouvoir l'étude du droit, faire connaître et apprécier son histoire ainsi que sa philosophie par le plus grand nombre. Car c'est bien d'histoire et de philosophie du droit dont il sera question aujourd'hui, et à cet égard, nous saluons la présence de certains étudiants de la double licence droit et philosophie de notre faculté, qui, sans aucun doute, comme nous autres, apprendront beaucoup de cette conférence. Alors ce soir, l'association a décidé de mettre en lumière la fondation de la science juridique à travers notamment l'étude de la célèbre école historique du droit, alors un sujet assez connu mais complexe, mais dont nous avons la chance, pour nous éclairer, d'en avoir le maître à nos côtés. Alors pour évoquer cette thématique, nous sommes en effet très honorés de recevoir pour la deuxième fois, et c'est assez rare pour être souligné, Monsieur Olivier Jouan-Jean, professeur de droit public à l'Université Paris Panthéon-Assas, membre honoraire de l'Institut universitaire de France et par ailleurs responsable du master philosophie du droit et droit politique à Paris. Alors il nous plaît de rappeler à la salle que nous avons déjà eu la chance de vous entendre l'an dernier à cette même période et dans ce même amphithéâtre sur l'idéologie politique du nazisme et sa conciliation avec l'ordre juridique. Donc aussi, nous vous adressons de sincères remerciements pour avoir accepté de revenir parmi nous à Poitiers afin d'évoquer un tout autre sujet qui se trouve lui aussi au centre de vos préoccupations scientifiques. Puisque, en effet, cette conférence de ce soir aura essentiellement pour objet de nous livrer une synthèse des réflexions que vous avez personnellement et longtemps menées sur cette école historique du droit, donc fondée par l'illustre Savigny dans l'Allemagne du XIXe siècle, et dont on peut en lire quelques extraits dans l'ouvrage que vous avez consacré à l'histoire de la pensée juridique en Allemagne, publié en 2005, ou encore dans les annales de la faculté de droit de Strasbourg, pour lesquels vous avez traduit 2 textes fondamentaux de Savigny et de Porta, si je prononce bien. Je me suis entraîné avec Google Traduction hier soir, Porta. Et plus récemment, au mois de décembre 2022, nous indiquons à l'auditoire que vous avez publié, dans le numéro 14 de la revue en ligne Droit et philosophie, un article accessible gratuitement, merci, relatif à l'histoire, la philosophie et la science juridique, dont le titre, vous le dites, est tiré de Porta lui-même, ce disciple bien connu de Savigny, qui entend, si j'ai bien compris, attribuer à la science du droit un fondement philosophique que l'histoire relie à la manière, et là je vous cite, d'un trait d'union. Voilà donc ici tout entier l'objet de cette école historique dont vous allez nous parler plus en détail, à savoir incarner le lieu de rencontre entre la philosophie et le droit, c'est-à-dire le lieu où les 2 sciences peuvent se rejoindre et, je vous cite encore, se féconder mutuellement. Donc ainsi, si vous le voulez bien, monsieur le professeur, nous vous cédons la parole pour plusieurs minutes, à l'issue desquelles, comme à l'accoutumée, nous vous proposerons un temps d'échange avec les membres de l'auditoire qui le souhaiteront. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Clément. C'est à moi de vous remercier de m'accueillir à nouveau pour cette conférence qui risque de devenir annuelle si ça continue. J'annoncerai les thèmes prochains après les quelques minutes, mais l'amphi est réservé jusqu'à 20h, donc je pense qu'à 20h moins 5, mon exposé sera terminé. Merci à mes collègues et aux étudiants qui me font l'honneur d'être là. Alors je pense particulièrement aux étudiants de la filière droit et philo, parce qu'on a rappelé que
à Paris, nous organisons la suite des études avec le master philosophie du droit. Donc vous pouvez toujours candidater. Nous sommes accueillants. Bon, alors, l'école historique, oui, ça fait longtemps que j'ai commencé à travailler dessus. Elle est à la fois bien connue et fort mal connue. Je vais provoquer un peu, mais c'est pas grave, on me pardonnera. Elle est pas très bien connue en France, mais pour une raison que je vais dire tout de suite. C'est que je crois que on lit les traductions françaises de Savigny. Et il m'a été donné de faire un exposé sur la question de la translation de la pensée de Savigny en France dans ce que l'on appelle l'école historique française du droit, l'Herminier, Lathémis, Jourdan, etc. Mais il reste peu de choses de Savigny, et ça se voit aux traductions parce que j'avais fait vraiment l'étude, notamment des chapitres fondamentaux où Savigny expliquait sa méthode. Et toute la conceptualité de Savigny avait disparu. Et quand je dis toute, ça vient toute. Et le meilleur exemple, c'est Charles Guénoux qui a traduit, c'est pas le seul, mais notamment ce qu'il a appelé traité de droit romain. C'est une fraude, le titre même, car Savigny n'a jamais écrit un traité de droit romain. Il a écrit, je traduis littéralement le titre allemand c'est System des Heutigen Römischen Rechts, ce qui veut dire système du droit romain actuel. Donc il manque le système et il manque actuel. Voilà. Alors la conceptualité de Savigny, vous en aurez quelques exemples dans l'exposé qui suit, et vous irez vérifier par vous-même que dans ces traductions, elle n'est plus là. Donc, que comprend-on? En 1815, Friedrich Karl von Savigny, 1779-1861, une assez longue vie, fonde avec deux de ses collègues de l'Université de Berlin une revue qui s'intitule « Revue pour la science historique du droit ». L'intitulé de la revue donne une indication précise qui est passée, à mon avis, à côté de bien des oreilles d'historiens français classiques du droit, quant au programme savinicien. Ça n'est pas une revue pour l'histoire du droit, mais bien une revue pour la science historique du droit. Ce n'est pas la même chose. L'objet premier et fondateur de ce programme, ça n'est pas l'histoire. Il ne s'agit pas d'abord d'une réformation de l'histoire du droit, mais plus précisément, plus fondamentalement, d'une réformation de la science juridique qui passe par une historisation de ses méthodes et qui touche donc au niveau méthodologique de la science du droit en général. Bien sûr, Savigny, c'est aussi un grand historien du droit, qui le nierait, personne ne va le dire. Mais il y a derrière, un peu masqué par l'étendue de son savoir d'historien du droit, un vrai programme scientifique pour la science du droit. Actuel aussi. D'où la distance qui existe entre le programme savinicien, enfin, je vais essayer d'expliquer la distance qui existe entre le programme savinicien d'une réformation de fond en comble de la science juridique historisée avec ce qui s'est produit dans l'Allemagne de la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire la tentative dans ce qu'on a appelé l'école de Göttingen, car ils étaient tous réunis à l'université de Göttingen autour de 1770-1800 à peu près, d'une modernisation de la science historique. C'est la première tentative de faire passer l'histoire au rang de science. C'est la grande affaire de cette fin du XVIIIe siècle et du début
du 19e siècle, comment fonder l'histoire comme science. Et je vais citer un grand historien allemand du début de la première moitié du 19e siècle, Droysen, pas un historien du droit, un historien, qui décrit l'université de Göttingen et ce qui se passe à l'université de Göttingen dans son ouvrage célèbre en Allemagne, historique. Il s'agissait, dit-il, d'une activité historique monumentale où, alors je vais citer quelques noms allemands mais qui sont perdus, sauf un, Schlözer, Gatterer, Splitter, Michaelis, Heine, Püter, jusqu'à Hugo, et Hugo dit peut-être quelque chose aux historiens du droit français, Gustave Hugo, c'est-à-dire des théologiens, des juristes, des philologues et des publicistes qui agissaient tous dans le même sens. Et cette école de Göttingen, son orientation, entendait dépasser, je cite un auteur contemporain qui a travaillé sur Göttingen, une historiographie qui se bornait à enregistrer les grands événements politiques, c'est la tradition, et à s'efforcer de donner aux données historiques, de donner aux données, c'est pas terrible, mais ça c'est moi, des explications causales, la cause de. Elle était fondamentalement, je cite encore cet auteur, une tendance pragmatique et non spéculative de l'histoire. Causaliste, c'est-à-dire, au fond, appliquant le principe de causalité des sciences naturelles, pragmatique, mécanique, pourrait-on dire, eh bien, c'est précisément tout cela contre quoi Savigny s'est, je dirais, insurgé. Voilà. Et l'incompréhension entre Gustave Hugo, dont parfois, justement, les historiens français en font le père fondateur de l'école historique, et Savigny, cette incompréhension a toujours été complète et totale, malgré l'admiration de Savigny qui a essayé d'enrôler Hugo dans son école, mais Hugo n'a jamais compris ce que voulait Savigny. C'est pas moi qui le dis, c'est le grand historien du droit allemand, Joachim Rückert. Car sur la question du sens et de la place de l'histoire dans les études juridiques, le malentendu entre ces deux grands érudits était complet. Comme le rappelle Joachim Rückert, cet historien du droit, le lien que tendait à établir Savigny entre historique et scientifique, en parlant d'une science authentiquement historique, eigentlich historisch, ce lien resta toujours obscur à Hugo. Ce qui lui restait incompréhensible et inconcevable, c'était le sens qu'il fallait attribuer à cet adverbe authentiquement. Et lui, il ne faisait pas de l'histoire. Hugo, bah bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Une science authentiquement historique. Une histoire authentique. Ce à quoi Gustave Hugo, c'est le plus grand romaniste de son temps, il n'y a pas de doute, et c'est un maître pour Savigny, mais ce qui lui restait parfaitement étranger, c'était cette révolution de la pensée qui, à la toute fin du XVIIIe siècle, puis au début du XIXe siècle, surtout, s'accomplissait tout à la fois directement contre Kant, en suivant plutôt l'orientation d'un autre philosophe allemand qui est moins connu bien sûr, mais qui était Herder, qui avait critiqué non pas la philosophie de l'histoire de Kant, mais la philosophie de l'histoire de Voltaire, qui avait publié une philosophie de l'histoire. C'est la première occurrence, d'après ce qu'on dit, de l'expression philosophie de l'histoire, en 1700, je ne veux pas me tromper, 65, je me trompe peut-être, sous un pseudonyme, Feu l'abbé Bazin. Il y a quelqu'un qui plus tard a écrit une biographie de Feu l'abbé Bazin. Bon, c'est drôle, bien sûr. Mais Herder avait réagi en publiant un livre qui s'appelle
auch eine andere Philosophie der Geschichte. C'est-à-dire, et voilà aussi une certaine philosophie de l'histoire où il critiquait les Lumières françaises, l'arrogance française, etc., etc. Oui, et contre, j'y reviendrai plus tard, hein, je laisse ça entre parenthèses, mais contre Kant, contre la conception de l'histoire chez Kant, mais aussi avec Kant, dans le prolongement de Kant, dans, au fond, une réception critique, au sens kantien du terme, critique, donc, d'approfondissement de certaines idées kantiennes, que je vais essayer de développer plus tard, qu'on trouve dans ce qu'on appelle l'idéalisme allemand post-kantien. Bien sûr, chez Hegel, le plus connu, mais je vous expliquerai pourquoi Hegel et Savigny se détestaient à mort. Hein. Mais surtout, alors chez Fichte, bien sûr, mais surtout, ce qui est probablement la principale référence qu'il faut introduire pour comprendre ce qui se passe chez Savigny, chez le philosophe moins connu aujourd'hui, mais qui était la grande star de son époque avant Hegel, c'est Schelling. Car cette tendance, même chez Hegel et chez Schelling, même chez Fichte, donnait à l'histoire un véritable poids ontologique complètement nouveau. Et la thèse que je vais défendre et que je vais essayer de montrer, sinon démontrer, c'est que Savigny est le fils spirituel de cette révolution dans la pensée philosophique de l'histoire. Donc, en fait, le titre est très mauvais parce que c'est pas entre histoire et philosophie, parce que l'histoire, elle va être dans la philosophie. Donc, si un jour je publie ce texte, je reverrai l'intitulé qui était rapidement donné. Une science authentiquement historique et donc authentiquement scientifique ne pouvait être, pour Savigny, mécanique. J'ai utilisé déjà l'adjectif, mais mécanique, dans le lexique de Savigny, c'est un mot absolument négatif. Mécanique, ça veut dire mauvais. C'est un synonyme. Ce devait être une histoire organique. Et voilà la première opposition fondamentale entre le mécanique et l'organique. Mais qu'est-ce que c'est qu'un organisme? Et comment le connaît-on? C'est ça la grande question. Comment je connais un organisme? Un organisme, dit Savigny, dans l'article très important, donc que j'ai retraduit intégralement, c'est une traduction mais partielle en français dans les annales de la faculté de droit de Strasbourg, c'est un tout qui se développe. Le pronom réfléchi, ce, ici, est décisif. Il postule que le développement, vous voyez que derrière développement apparaît le thème de l'histoire qui va, mais que l'organisme, le développement de cet organisme est un processus fondamentalement interne. C'est lui qui se développe. Et si l'on veut parler en termes de causalité, que les causes de ce développement sont non pas exclusivement, mais essentiellement internes. Bien sûr, il est soumis à des événements extérieurs, il ne s'agit pas de le nier. Ceux-ci existent et modifient les conditions de vie de cet organisme. Et cet organisme, pour le dire tout de suite, c'est un peuple. Le droit comme dont le siège est dans la conscience d'un peuple, ça c'est très célèbre, bon, ou dans l'esprit du peuple. Mais ça ne change pas la structure interne fondamentale et essentielle de l'organisme, qui s'adapte à ces conditions nouvelles. Ce sont, au sens propre et philosophique de ce terme, des modifications, c'est-à-dire un changement du mode d'être, sans être un changement de nature de l'organisme. Il y a une longue histoire de modification dans la philosophie allemande. Pas de changement de nature. Mais Savigny, c'est le grand contempteur de l'école du droit naturel moderne. Il y a de la nature, mais de l'histoire.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec un texte tout à fait excellent d'Ernst Wolfgang Böckenförde, un auteur qui est cher à mon cœur, qui écrit « L'histoire chez Savini n'est pas par elle-même force déterminante et formative. Elle n'est que l'espace dans lequel se déploie en réalité un processus organique d'évolution. L'origine et l'objectif, et donc l'antéléchie, le télos qui en résulte, sont déterminés à partir de la nature. Donc on retourne Savini contre ce qu'il déteste a priori. Il y aurait un droit naturel de Savini, on le dira ensuite aussi. Mais concevant un peuple comme organisme, je précise, un organisme moral, spirituel, ce n'est pas un organisme biologique. Bon. C'est-à-dire aussi comme un sujet. Et ça va être au cœur de la réflexion. Le peuple est un sujet. Savini en vient à postuler ce qu'il appelle expressément dans le même texte de 1815, une nature supérieure du peuple. Et il utilise lui aussi le mot nature. Quelque chose donc qui échappe à l'historicité et qui garantit dans l'histoire l'identité de ce peuple, de cet organisme, de sa structure interne profonde. C'est ce que j'ai appelé dans le livre une sorte de surmoi transcendantal du peuple. Une sorte d'idée platonicienne de ce peuple qui serait logé, non pas dans l'histoire, mais dans une sorte de sphère des fixes, une sorte de fixisme fondamental, là, et dont participeraient, au sens de la métexis de Platon, les peuples historiques réels. Ouais, le savinisme, si ça se dit, est un platonisme pour juristes, pour paraphraser Nietzsche sur le christianisme. À défaut de quoi, selon lui, selon Savini, l'histoire d'un peuple ne serait qu'une pure rhapsodie, le récit qui n'aurait d'autre but et d'autre intérêt très limité, dit-il, que de donner à voir ce qu'il appelle une collection d'exemples moraux et politiques destinés à l'édification des générations futures. Voilà ce qui s'est passé. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs ou refaisons parce que ça a marché ou ça n'a pas marché. Bon. C'est cette conception traditionnelle de l'histoire qu'avait d'ailleurs déjà voulu dépasser l'école de Göttingen, souvenez-vous, en introduisant cette rationalité causale et que Savini entend lui aussi dépasser, mais par de tout autre moyen que Göttingen. En tout cas, le problème est qui est... Allez, exagérons un peu, mais pas trop. Qui est le problème philosophique, intellectuel, fondamental en Allemagne, en ce début du XIXe siècle, c'est comment fonder l'histoire comme science. À cette époque, dès 1781, Emmanuel Kant, dans un ouvrage assez célèbre, La critique de la raison pure, à la fin de l'ouvrage, dans le chapitre intitulé « Architectonique de la raison pure », avait posé pour principe que l'histoire ne pouvait pas être constituée comme une science. Car si elle est une certaine connaissance, il y a de la connaissance, on sait que ça s'est passé à telle date, etc. Enfin, on le sait, on imagine le savoir. Elle n'est, dit Kant, que cognitio ex statis, c'est-à-dire une connaissance à partir de faits. Donc c'est de la connaissance. Mais c'est comme le paysan qui, quand le ciel est tel et tel, il sait que le lendemain il va pleuvoir ou pas. Mais la science véritable, elle, est et doit être cognitio ex principis. Connaissance à partir de principes. Il y a une
de cette idée que l'histoire ne peut pas être une science parce qu'elle se fonde sur de simples faits, elle est sans doute encore tributaire jusque chez Kant de ce moment essentiel de l'histoire de la pensée et de la philosophie européenne, le XVIIe siècle, et l'émergence de ce qu'on appellera avec Spinoza le more geometrico. La science, ça se fait à la manière des géomètres. Hein. N'oublions pas que les éléments de géométrie d'Euclide ont été un ouvrage fondamental pour beaucoup de grands penseurs du XVIIe siècle, chez Hobbes, chez Spinoza. Mais rappelons aussi que dans les prolégomènes de son droit de la guerre et de la paix, 1625, Grotius précisait qu'il écartait tous les faits et qu'il s'agissait de fonder en raison un système, on retrouve le mot système, c'est un autre système que celui de Savigny, un système du droit naturel. Et que ça, c'est une opération rationnelle. Et il ajoute, je le fais à la manière des mathématiciens qui ne connaissent que des figures. Ça, c'est les géomètres. Système. Une science ne peut s'annoncer et s'énoncer que comme système. Cette exigence n'est pas perdue au début du XIXe siècle. Et le mot système reste un mot-clé dans le lexique de Savigny, de l'école historique et de toute la grande science allemande du XIXe siècle. C'est pourquoi, vous voulez, quand on oublie de traduire système dans le titre du traité de droit romain, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est fondamental. Mais on comprend qu'il faut penser, en ce début du XIXe siècle, et chez Savigny, un système dans l'histoire. Sinon, un système de l'histoire. Et ça, c'est une annonce pour la conclusion. Dès ses premiers cours de méthodologie juridique à Marbourg, le jeune Privatdozent, à partir de 1802, donc ces cours, Savigny insiste sur le fait qu'une science véritable du droit doit combiner à la fois l'élément, et le mot élément est aussi un mot-clé du lexique savinicien, l'élément philosophique ou systématique, il utilise comme synonyme les deux, et l'élément historique, combiner l'historique et le systématique. Mais ça, c'est la quadrature du cercle, pour un kantien. Et on voit alors que la métaphore de l'organisme comme un tout qui se développe, elle est censée offrir, pour utiliser un mot kantien, un schème intellectuel pour penser précisément histoire et système. Un système qui se développe. Et ça s'appelle un organisme. Ouais. Un système évolutif, un système historique, un système dans l'histoire. On voit aussi pourquoi une science historique authentique doit comprendre l'histoire d'un tel organisme depuis l'intériorité même, l'intériorité de ce système. Alors là, c'est aussi une expression très forte. Vous savez, il faut faire de l'histoire interne. Voilà ce qu'un jeune étudiant de Savigny, prenant en note, ça doit être un Mitschrift, comme on dit en allemand, c'est les copies d'étudiants qui étaient faites et remises au maître. Vous faites ça encore, j'espère. Enfin, quand je vois les notes de mes étudiants, je me dis, oh, vaut mieux éviter que ça sorte. Et voilà ce que donc ce jeune étudiant, citant Savigny, reproduisant Savigny, transcrivait. La notion ordinaire de l'histoire du droit est trop limitée. On offre seulement une histoire externe au lieu d'une histoire interne. Qu'ajoute-t-il ? Je crois que ce que j'ai dit est résumé par Savigny beaucoup mieux que par moi. Ça doit être une histoire
on fait de l'histoire externe, alors ça doit être une histoire interne, alors que le système doit être pensé en constante évolution. Un système dans l'histoire, un système en évolution. La fondation de la revue de 1815 s'inscrit dans le contexte, alors je vais passer rapidement parce que ça c'est assez connu, mais dans le contexte de cette grande querelle qui a agité la science juridique entre environ 1813 et 1820, 1920, la querelle de la codification. Savigny, c'est connu, rejette violemment l'idée d'un code civil général pour l'Allemagne, qui avait été proposé par Anton Friedrich Justus Thibaut. Savigny, Thibaut. Ils ne sont pas les seuls protagonistes, mais ce sont les deux principaux. Thibaut, 1772-1840, un grand civiliste de son époque. Hein, c'est pas un professeur, c'est un professeur de province, mais en Allemagne, vous savez que en province, c'est là que ça se passe. À Heidelberg, bon, Heidelberg, ça va, c'est pas. De toute façon, à cette époque, Berlin vient à peine de naître, donc voilà. Et l'article de Savigny, 1815, que j'ai rappelé, précise bien que le programme de la revue, c'est un article programmatique comme les premiers articles d'un fondateur d'une revue nouvelle, c'est un programme de combat et qui fait suite à l'ouvrage très célèbre de 1814, dont je donnerai seulement la traduction française, de la vocation de notre temps pour la législation et la science du droit, qui n'a été traduit en français qu'en 2007. Un ouvrage tellement célèbre dans le monde entier. Il a été traduit tout de suite en anglais, etc. Bon. En France, oui, pourquoi? Parce que c'est pas très agréable pour les Français. Hein. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, aucun Français n'a jamais traduit, même en 2007, cet ouvrage, puisqu'il a été traduit par un Suisse. J'ajoute qu'il y avait un projet concurrent de traduction, mais ça venait du Canada, du Québec. Ouais. Ouais, les Français, eux. Bon, c'était Alfred Dufour, le grand historien du droit suisse. Parce que Savigny montrait, en tout cas c'était sa thèse, les effets néfastes que la codification avait produits en France. Regardez la science juridique française en 1815 et dites-moi que c'est bien ça que vous voulez pour l'Allemagne. Il a dit, non, faisons la grande science du droit, et après, il sera temps de savoir s'il faut codifier ou pas. Hein. Le code, vous savez, il est entré en vigueur au 1er janvier 1900. Les Allemands se sont trompés, comme tout le monde, sur 1900. Ils ont cru que c'était le début du XXe siècle. Bon, cruelle erreur, comme nous en 2000. Moi, j'ai fêté le nouveau millénaire le 1er janvier 2001. C'était normal. Mais j'étais tout seul. Ah, c'était pas drôle, hein, je veux dire. Mais bon. Cette querelle de la codification, elle est évidemment politique. Alors bon, l'immense érudit que Jean Godmet, voilà, il réduit ça à ça. Voilà, mais elle touche aussi ce projet scientifique de l'école nouvelle. Savigny en est parfaitement conscient. Parce que Thibaut, là je pense que c'est un petit apport de ma part, je n'ai jamais lu ça nulle part, je vais aller chercher dans la littérature de Thibaut, voir ce qu'il y avait. Et dans son encyclopédie juridique de 1797 déjà, c'est tout jeune Thibaut, il a 25 ans, il écrit « L'histoire, entendue exactement et prise pour elle-même, ne fait pas partie des sciences, puisque, en elle, un ordre systématique est complètement impensable. » Alors ça se heurte de front. Et Thibaut, là, il est kantien. Il a sûrement lu Kant. Et c'est à partir d'une position semblable, d'ailleurs, que, alors lui, revendiqué kantien, Hansen Feuerbach, le grand pénaliste de l'époque, rejette, lui aussi, prenant parti dans cette querelle, les prétentions de l'école historique. Donc la querelle de la codification émerge ainsi non pas seulement d'une opposition politique, mais aussi d'un conflit méthodologique. La question de l'histoire et la possibilité même de la constituer en une science
est un problème central autour de 1800. Il faut maintenant enquêter plus avant quant aux conditions dans lesquelles a pu naître l'idée savinicienne de l'historicité du droit. On va faire un peu de philosophie. Je vais essayer d'être aussi clair que possible. Je vais essayer d'être aussi clair que possible, ce qui n'est pas facile parce que le contexte intellectuel, 1800, 1820, c'est, pour le dire à très grands traits, la grande philosophie idéaliste post-kantienne. Je vais rappeler Hegel, Fichte, Schelling, qui ne sont pas d'une limpidité absolue, hein. Même en allemand, et c'est encore pire en français, hein, c'est plus facile de les lire en allemand qu'en français. Là, vraiment. Et puis aussi, n'oublions pas le premier romantisme allemand. Hein, et il y avait des liens entre, par exemple, Schelling et le premier romantisme, et il y avait des liens personnels entre Savigny et ses premiers romantiques. Et, les deux foyers, hein, autour de 1800, 1798, 1802, 1801, c'est Jena d'abord, là aussi une petite ville universitaire qui est un creuset intellectuel extraordinaire en 1800, avec les frères Schlegel, j'en reparlerai un peu, avec, c'est plus connu sans doute, Novalis, le grand poète. Voilà. Et puis le foyer à Heidelberg. Heidelberg, c'est tout près de Francfort. Je n'ai pas dit, je ne fais pas de biographie, mais Savigny, c'est la région de Francfort. Et son domaine est près de Francfort. Et Heidelberg, et notamment, là, il y a deux noms, Clemens von Brentano et Achim von Arnim, les deux auteurs de Des Knaben Wunderhorn, c'est-à-dire le corps C-O-R, l'instrument de musique enchanté de l'enfant. Alors, ce n'est pas très lu aujourd'hui, mais enfin, je signale que quand même, les personnes qui aiment la musique savent qu'il y a un cycle de leader de Gustav Mahler sur des textes des Knaben Wunderhorn. Savigny n'est pas un philosophe et n'a jamais prétendu l'être. Mais l'effervescence intellectuelle, je vais reprendre la phrase parce que c'est mieux que ce que j'allais dire. L'effervescence intellectuelle de son temps exerce sur lui comme une pression osmotique qui le rend relativement perméable aux idées et aux tendances qui s'agitent autour de lui. Je souligne simplement un parallèle que l'on peut faire entre ce que va opérer Savigny, c'est-à-dire ce tournant savinicien dans la science juridique, et ce que un des plus grands spécialistes de ce premier romantisme allemand, qui a écrit un très grand livre sur ce premier romantisme, Ernst Behler, c'est traduit en français, signale comme un tournant de la pensée esthétique chez Friedrich Schlegel, qui est une figure centrale. Les frères Schlegel, les deux frères Schlegel sont centraux. Alors, August Schlegel connaissait bien Schelling, le philosophe, mais pas pour de bonnes raisons, parce que Schelling lui a piqué sa femme. Ça a fait désordre. Hein. Enfin, bon, ils se connaissaient quand même à Jena, parce que Schelling était professeur à Jena au début. Hein. Donc, il fréquentait tout ce milieu. En effet, le programme de Schlegel, un tournant dans sa pensée esthétique, consiste, alors je recherche la citation, à constituer la théorie de la poésie à partir de son histoire. Une histoire, ajoute Ernst Behler, déséquilibrée par le poids du paradigme grec dans la poésie, les arts. Bon, Schlegel a fondé lui aussi, avec son frère, une revue qui a fait long feu, ça a duré même pas 2 ans, qui s'appelait l'Athénéum. Ben, c'est une revue fantastique. Hein. Je vous signale que c'est intégralement traduit par Jean-Luc Nancy et Lacoue-Labarthe aux éditions Seuil dans l'Absolu littéraire. Et, donc, vous avez ça en français, et c'est voilà, la pensée du premier romantisme. Vous y retrouvez Novalis, vous y retrouvez Schleiermacher, vous y retrouvez plein de gens.
Or, on sait, ça c'est documenté, que Savini était un lecteur assidu et admiratif de l'Athénéum. Hein. Bon. Mais maintenant, si je regarde ce qui se passe chez Savini, mais on peut dire que chez lui aussi, il s'agit de constituer, alors non pas la poésie, mais la théorie du droit, à partir de son histoire, une histoire, cependant, elle aussi toute très déséquilibrée, à raison du poids spécifique, mais cette fois du droit romain, de l'Antiquité romaine. Alors, je vais maintenant faire des choses un peu plus compliquées, mais bon, je vais essayer de les simplifier au maximum et de les rendre compréhensibles comme je le peux, en m'intéressant à l'idéalisme allemand et notamment à Schelling, parce que là, la rencontre intellectuelle entre Schelling et Savini, qui se connaissaient, mais bon, je ne fais pas de biographie, mais ils se connaissaient. J'indique juste que Schelling est mort en Suisse à Bad Ragaz à l'été 1854 et qu'il était en vacances à Bad Ragaz avec sa femme et il y avait aussi dans le même lieu de villégiature le couple Savini. Et que c'est Savini et le couple Savini qui s'est occupé de prendre soin de la femme de Schelling et d'organiser le rapatriement du corps de Schelling. Hein, donc, c'est juste une anecdote. Et je mettrai Savini en dialogue avec... il y a quelques lettres de Savini à Schelling. Il y a sans doute des lettres, mais je ne les connais pas, de Schelling à Savini, mais bon, je ne peux pas les lire parce que c'est du gothique manuscrit. Voilà. Mais Joachim Rückert m'a dit elles sont banales, elles ne sont pas de densité intellectuelle profonde. Donc, je lui fais confiance. Il sait tout sur Savini, donc, hein, n'est-ce pas, Olivier? Donc, on peut lui faire confiance. Lorsque il donne ces retentissantes leçons sur la méthode des études académiques durant l'été 1802 à l'université de Jena, Schelling insiste sur ce nouveau culte de l'histoire qui est en train de s'installer dans la pensée et dans la science allemande. Je le cite. Alors c'est aussi traduit en français dans le recueil, dans la collection critique de la politique de chez Payot, 1981 je crois, qui s'intitule « Philosophie au pluriel de l'université », qui est un recueil tout à fait important et intéressant. Je cite Schelling. « L'étude des sciences et des arts pris dans leur développement historique est devenue comme une espèce de religion. Dans leur histoire, le philosophe reconnaît et encore dévoilé, pour ainsi dire, les intentions de l'esprit encore voilées pour ainsi dire, les intentions de l'esprit universel. La science et le génie les plus profonds se sont épanchés dans cette connaissance. De sorte que la science par excellence, ça c'est moi qui reprends la parole, c'est la philologie. Je cite Schelling. Son objet à la philologie, c'est la construction historique des œuvres d'art et de la science dont elle, la philologie, doit comprendre et exposer l'histoire en une lebendige Anschauung. Vous avez tous compris. Une intuition vivante. Une intuition vivante, il faut retenir ça parce que ça va revenir. La philologie devient en quelque sorte, c'est moi qui reprends la parole, la science des sciences, dit Schelling. Car les sciences de la nature elles-mêmes trouvent en elles, dit-il, leur modèle. Du moins si l'on entend la philologie en son sens véritable, comme une histoire interne parvenant à l'intuition vivante de son objet et non à la manière traditionnelle des savoirs antiquisants qui étaient pratiqués comme une histoire extérieure et mécanique. Voilà ce qu'écrit Schelling. La nature même est un livre. Alors ça, c'est une vieille métaphore, le livre de la nature. Il y a le grand livre de Hans Blumenberg sur ça, je laisse. La nature est un livre composé de fragments et rhapsodies d'époques fort différentes. Chaque minéral est un problème philologique. Chaque minéral est un problème philologique. La géologie attend encore son Wolf.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous expliquerai qui est Friedrich Wolf. Qui décomposera la Terre, donc la géologie attend son Wolf, qui décomposera la Terre comme il le fit Wolf d'Homère, grand livre sur Homère, c'est là, pour en montrer de cette Terre la composition, c'est-à-dire le tout, en une intuition vivante. D'ailleurs, les géologues allemands, peu après, parleront des archives de la Terre, comme les historiens évoquent les archives de l'humanité. Oui, s'il y a là, je vais le dire comme cela, une sorte de ce que j'appellerais more philologiae, une manière de philologie, de la philologie, qui est en train d'essayer de se substituer au vieux more géométrico à la manière des géomètres, pour comprendre une totalité. L'ambition de Savigny n'était pas autre. L'objet de la science du droit, dont il médite la conception depuis sa jeunesse, c'est très exactement l'objet d'une science philologique du droit, selon Schelling. La construction historique du droit et de la science du droit dont il s'agit de comprendre et d'exposer l'histoire en une intuition vivante. Parce que intuition vivante, on le trouve aussi chez Fichte, on le trouve chez Schelling et on le trouve aussi chez Savigny de manière récurrente. C'est pas un hasard, ou alors, bon, je dis c'est pas un hasard, mais Savigny ne cite jamais de source philosophique, donc il faut reconstruire soi-même. Ce faisant, cette historisation de la pensée juridique que Savigny entend accomplir ne signifie pas autre chose qu'élever l'ancienne jurisprudence, la prudence, l'art prudentiel du droit, au niveau d'une science véritable, philologique, au sens de la nouvelle philologie. Du point de vue d'un nouveau paradigme philologique, historisation signifie nécessairement scientifisation. Mais on voit toute la distance qu'il faut parcourir, faire parcourir à l'idée de science, qui l'éloigne radicalement du paradigme moderne des sciences mathématiques expérimentales de la nature. Un nouveau parallèle est alors frappant, et je reviens sur Friedrich Wolf, qui fut, comme Savigny, l'un des premiers professeurs appelés à la nouvelle université de Berlin en 1810, l'université fondée à l'instigation de Wilhelm von Humboldt, l'université de Humboldt. Car Wolf impose l'expression Altertumswissenschaft, c'est-à-dire science de l'Antiquité, pour signifier le programme d'une philologie rénovée, profondément rénovée. On rénove tout à cette époque. Et Savigny, lui, va imposer, il faut le savoir, il va imposer l'expression Rechtswissenschaft, science du droit, pour remplacer l'ancien mot de jurisprudence. Il l'utilise encore, mais science du droit. Ça existe avant, mais chez les juristes, je vous le signale, l'expression science du droit, elle est vraiment popularisée par l'école historique. Avant, pas trop. Le projet de l'Altertumswissenschaft, de la science de l'Antiquité, a été caractérisé de manière tout à fait correcte. J'ai lu l'écrit programmatique de Wolf pour le croiser avec Savigny. Mais là, je prends la citation d'un commentateur contemporain. C'est la mise en cause de l'ancien humanisme, la philologie humaniste, figée dans la seule critique de texte et de langue, et la transformation de la philologie, simple étude de la langue, en une science qui saisit, sans se perdre dans le détail érudit, quand même, il faut de l'érudition, qui saisit le tout et ses connexions. Et si son but est dans l'appréhension, je cite encore ce commentateur, c'est Jean Quilien dans un livre sur Humboldt, l'appréhension de l'Antiquité comme une totalité vivante, comme une Gesamtleben, une vie totale, comme un organisme qui se développe selon les lois propres de la vie et dont il s'agit de pénétrer l'esprit,
et qui ne peut se faire que par une démarche compréhensive et non plus explicative par les causes, visant à coïncider avec l'objet étudié par une compréhension, ce que je traduirais par une compréhension empathique pour les germanistes, durch ein fühlender Verstehen. Et cela passe par, je cite encore ce commentateur, une représentation de la langue comme essentiellement historique. Ouais, on voit comment le paradigme de l'histoire là se modifie aussi dans la philologie, dans la rénovation de cette philologie, par un contemporain exact avec lequel Savigny avait des relations. Bon, il paraît que Wolff avait un sale caractère, mais bon. Voilà. Si cela est juste, on voit aussi que cette rénovation de la philologie n'est pas sans lien avec des liens profonds avec la Constitution, avec le projet et la réalisation de ce projet par le théologien, aussi philosophe, Friedrich Schleiermacher, qui est, je vous signale, il est traduit en français à peu près tout, donc c'est accessible. Il est un peu oublié, mais en son temps, c'était une figure immense. Hein, il est connu pour ses discours sur la religion. C'est le premier traducteur allemand de Platon, le premier vrai traducteur allemand de Platon. Bon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a rénové. On a une période de rénovation intellectuelle profonde. Il a rénové les vieilles herméneutiques sectorielles, régionales, l'herméneutique biblique et l'herméneutique juridique. Hein, l'herméneutique, je rappelle pour les étudiants que c'est l'art de l'interprétation, l'art de la compréhension, comment comprendre. Et il a formé le projet d'une herméneutique générale, c'est-à-dire de penser qu'est-ce que comprendre en général. Et donc il y a tout un recueil qui s'est traduit en français qui s'intitule Herméneutique. Il y a un autre recueil qui s'intitule Dialectique. Et en poche, point seuil, un texte magnifique de Schleiermacher qui s'intitule Des différentes manières du traduire. C'est la traduction. Parce qu'il a, traduisant Platon, c'est un grand traducteur, il a aussi une réflexion sur la traduction. C'est lui qui distingue la langue cible, la langue objet, comment traduire plutôt en restant à la langue objet ou à la langue cible. Bon. Voilà. Et une herméneutique générale, qu'est-ce que comprendre? Et c'est lui qui met à jour ce que l'on appelle aujourd'hui couramment le cercle herméneutique, c'est-à-dire pour comprendre un tout, il faut en comprendre les parties, mais pour comprendre les parties, il faut comprendre le tout. Non? Il y a un cercle dans lequel il faut rouler. C'est pour ça que je dis toujours à mes étudiants, un grand texte, hein, je ne parle pas de Marc Lévy ou Guillaume Musso, un grand texte ne se comprend que à partir, et c'est que le début, de la deuxième lecture. Il faut au moins, il faut avoir vu le tout pour recommencer et remettre et refaire de meilleures connexions entre les parties. Bon, vous voyez, la démarche de Wolff, la démarche de Schleiermacher, la démarche de Savigny, qui est aussi un grand rénovateur de l'herméneutique juridique, eh bien, tout cela, ça tient ensemble. Et le lieu, là, fondateur, c'est l'Université de Berlin, 1810, et les années qui suivent. Dans l'extrait de Schelling, que j'ai cité plus haut, l'expression intuition vivante, lebendige Anschauung, doit retenir l'attention. Parce que, comme je l'ai déjà dit, on retrouve cela de manière récurrente chez Savigny. Dans la langue philosophique, Anschauung, l'allemand Anschauung, est traduit par intuition, ce qui est tout à fait exact, puisque le grand dictionnaire Grimm, qui est aujourd'hui accessible sur Internet, fait du terme allemand Anschauung une traduction du latin intuitio, entre autres. Il faut ici éclaircir, en la simplifiant autant que possible, cette question de l'intuition dans l'idéalisme allemand, car elle est centrale et elle détermine très exactement pour moi
le point, enfin non, elle détermine très exactement, pas seulement pour moi, excusez-moi, je ramène tout à moi, c'est pas bien, mais elle détermine très exactement le point de rupture entre Fichte et Schelling d'un côté et puis Hegel de l'autre, dans l'idéalisme post-kantien. Kant avait prononcé un interdit fondamental, c'était un tabou. L'intuition n'est et ne peut être que la faculté sensible, la faculté réceptive des sensations, des perceptions. On ne peut intuitionner que des phénomènes, ceux qui se manifestent à nous. Donc, l'interdit, c'est, alors pardon, mais l'intuition intellectuelle, donc l'intuition non sensible, ça c'est pour les Schwärmer, c'est-à-dire les rêveurs déchaînés. Voilà. Hein? Une intuition intellectuelle, ça signifierait qu'une pensée pourrait être conçue et légitimement tenue pour vraie, qui serait immédiatement intuitionnée et donc reçue directement par l'entendement, et non pas la faculté de la sensibilité, mais la faculté de l'entendement, sans supposer le travail et la médiation de ce que produit l'entendement, les concepts. L'entendement, c'est la faculté des concepts. Et toute connaissance, dit Kant, suppose, je dirais, une collaboration entre le concept et l'intuition. Un concept sans, je paraphrase une des préfaces à la critique de la raison pure, un concept sans intuition est vide. Oui, ça c'est ce que me disent mes collègues, comme disent, qu'est-ce que ta théorie, là, c'est vide. Alors moi je leur réponds, la suite de la citation, c'est oui, mais une intuition sans concept est aveugle. Donc ta pratique ne te suffit pas. C'est pourquoi l'entendement ne saurait produire lui-même l'intuition. Ce serait un pur vide. Une telle intuition intellectuelle, écrit Kant dans la critique de la raison pure, est parfaitement en dehors de notre pouvoir de connaître. Elle outrepasse le pouvoir de connaître d'un être raisonnable, mais fini, dont l'entendement n'est pas intuitif. C'est possible en Dieu, mais pas dans un être fini, qui est dans le monde, qui est dans les phénomènes. La récusation de l'intuition intellectuelle vaut d'ailleurs tout autant pour le domaine théorique que pour le domaine pratique, la philosophie morale et la pensée juridique, bien sûr. Parce que je ne peux pas, pour la pensée pratique, dit Kant, je ne peux pas intuitionner la liberté, ni la mienne, ni celle d'autrui. Je n'ai pas d'expérience sensible de la liberté. Alors, on ne peut pas s'en sortir avec l'intuition intellectuelle de ma liberté ou quelque chose comme ça. La liberté n'est pas un concept de l'entendement, dit Kant, mais une idée régulatrice de la raison, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais je laisse Kant maintenant. L'intuition intellectuelle ne s'empare que du Schwärmer, j'ai ici la traduction exacte, le rêveur exalté. Du mystique, quoi. Et il est suivi par Hegel sur ce point. Notamment dans la préface à la phénoménologie de l'esprit de 1806. Or, pour débrouiller un peu les tréfonds philosophiques où vont se jouer tant de choses dans l'histoire intellectuelle de l'Allemagne de l'époque, il faut préciser que Fichte et Schelling ont violé l'interdit kantien. On le voit dans le passage cité plus haut. L'intuition vivante dont j'ai parlé, par laquelle la science philosophique conçoit un tout dans sa connexion avec ses parties, etc., ça ne peut être qu'une intuition intellectuelle. L'intuition intellectuelle de Savigny, l'intuition vivante de Savigny, c'est l'intuition du tout du droit, mais personne n'a d'intuition sensible du tout du droit. Je dis toujours aux étudiants, le droit comme ça n'existe pas, ça se construit. Et je signale que c'est ça mon travail. C'est comment des juristes ont construit leur tout du droit. Même chez les nazis, c'est bon. C'est ainsi que l'intuition
intellectuelle devient, et je cite Schelling, dans le système de l'idéalisme transcendantal, 1801, ça devient l'organe de toute pensée transcendantale. Avec elle, dit Schelling encore, un nouvel horizon de l'idéalisme s'ouvre à partir de ce point où sujet et objet sont un sans médiation. Voilà. Alors, je vais essayer d'expliquer. Mes étudiants comprennent, j'arrive à leur faire comprendre à peu près ce dont il s'agit. Donc ici aussi. Intuition intellectuelle. Bon, ça je vais passer. Mais j'ai cité Schelling, Fichte, Savini, mais on retrouve ça chez Hölderlin, chez Novalis, chez Schlegel, et même chez Goethe, ou encore chez un penseur qui était très important, qui était Friedrich Heinrich Jacobi, qui était lu par Savini et par beaucoup d'intellectuels de l'époque. Il n'est pas possible de lire attentivement Savini sans le lier à toute cette question de l'intuition intellectuelle, et ça c'est ma thèse fondamentale. Je veux dire, je l'ai reprise et j'ai essayé de la travailler pour cette conférence. J'ai travaillé pour cette conférence. Bon. J'ai pas repris, j'ai repris des textes, mais j'ai tout remis en ordre. L'intuition intellectuelle, en effet, est l'organe même de la science historique interne du droit, dont elle détermine la méthode. Savini, dans son histoire du droit romain au Moyen-Âge, dans la préface, écrit que tout travail historique doit se donner pour tâche de rendre présent, je cite Savini, des états du passé en une intuition complète et vivante. N'est-ce pas ? Donc là, c'est Savini dans le texte. Inutile de multiplier les citations. Mais dès 1803-1804, il caractérise le but de son travail scientifique lorsqu'il parle d'une intuition de la romanité. Alors, je ne sais pas s'il y a des historiens tellement érudits qu'ils ont une intuition sensible de la romanité. Mais c'est clair qu'il s'agit bien d'une intuition intellectuelle, cela dit pour écarter certaines choses chez certains historiens du droit allemand. Bon, peu importe. On se bornera à 3 évocations. D'abord, dans le cours de méthodologie juridique de 1809, après avoir présenté les 3 vues de ce qu'il appelle les 3 vues de la science du droit, les vues philologiques, systématiques et historiques, il précise: aucune de ces 3 opérations ne peut avoir lieu purement pour elle-même. Chacune n'est qu'un élément de la science tout entière, accomplie. Celle-ci n'est elle-même rien d'autre que le système dans son développement historique et puisé dans une intuition des sources immédiates et complètes. Et puis, dans le si célèbre paragraphe 33 de l'ouvrage que j'appellerai désormais système du droit romain actuel. Il est célèbre parce que c'est le chapitre consacré à l'interprétation des lois. C'est la rénovation de l'herméneutique juridique dont je parlais tout à l'heure. Il expose les 4 éléments. Et vous vous souvenez que j'ai dit élément, c'est un mot précis pour Savini. C'est connu, ça a fait tradition, l'élément grammatical, l'élément logique, l'élément historique et l'élément systématique. Pas le téléologique. Hein. Savini, il n'aime pas ça. Dans l'opération interprétative, ces 4 éléments ne doivent pas être séparés, mais saisis ensemble, dans leur interaction comme un tout. Il ajoute alors, et là je le cite,
Ça va être un peu long, mais le succès de toute interprétation dépend de deux conditions et les 4 éléments peuvent y être synthétisés. D'abord, que nous nous représentions de façon vivante l'activité spirituelle, dont je n'ai aucune intuition sensible, d'où est sortie l'expression particulière de la pensée qui se trouve devant nous. Nous nous représentons de façon vivante l'activité spirituelle d'où est sortie l'expression particulière de la pensée qui se trouve devant nous. Ensuite, que nous ayons suffisamment préparé en nous l'intuition du tout historico-dogmatique. Alors, si quelqu'un a déjà vu un tout historico-dogmatique, qu'il lève la main. À partir duquel seulement cette expression particulière peut être mise en lumière afin de percevoir aussitôt les relations que celle-ci, dans le texte en question, entretient. Donc, pardon, mais ça c'est pour Olivier, la thèse sur laquelle Savini c'est du Kant, elle est fausse de A à Z et complètement, et il faut la détruire. L'accès au tout n'est donc possible qu'à l'intuition intellectuelle. C'est elle qui unifie les éléments et établit les connexions. Cette intuition n'est pas évidemment sensible. Ce que nous cherchons par l'intuition, c'est à voir au-dedans, de prendre une vue intuitive, une intuition, une Einsicht, une inspection. C'est une traduction très littérale du mot allemand Einsicht, qui est très récurrent lui aussi chez Savini, de prendre une vue interne, une inspection de ce tout. L'intuition non sensible est donc cet organe qui permet de saisir le système en développement en tant qu'il est, souvenons-nous, activité spirituelle. Elle est l'organe de la certitude immédiate de l'esprit. Mais toutefois, c'est un organe qui s'éduque. On ne saisit pas comme ça. Il faut s'éduquer. La Bildung, la culture, la formation. Donc, il faut donner. La formation, c'est l'ensemble des médiations nécessaires pour parvenir à une certitude immédiate de l'intuition d'un tout. Voilà. C'est pourquoi l'intuition n'a rien à voir avec une confuse impression de la totalité. Non, ça doit être éduqué. Il faut lire les classiques, dit Savini. La certitude intuitive du juriste, et il dit des juristes romains, voilà, il saisissait tellement les rapports juridiques, de manière tellement précise et fine, que c'est comme si il calculait avec des concepts. Mais il ne calcule pas avec des concepts. Pour lui, ils ont une intuition intellectuelle de ce tout que forme un rapport de droit et que je peux enfin comprendre comme un organisme, parce qu'un rapport de droit chez Savini, c'est aussi un organisme, ça fait un tout. Il y a des tout partout chez Savini. L'esprit qui doit se former pour recevoir l'intuition intellectuelle est une unité organique où le pensé et l'intuitionné ne peuvent... Ouais, alors pardon, oui, ça c'est une... Voilà, pardon, je vais reprendre. L'esprit, une fois qu'il a été cultivé, formé à recevoir l'intuition intellectuelle d'un tout, est une unité organique où le penser, l'intuitionner, avec le sentir, ne peuvent se séparer, mais se confortent et s'amplifient mutuellement. Et là, je vais reciter une petite phrase de Schelling, c'est la scientificité vivante forme à l'intuition. Voilà. Donc, Savini est aussi profondément anti-kantien qu'il est profondément romantique et schellingien. Voilà ce qu'il écrit, pour le citer encore, un peu de Savini, ça ne fait pas de mal. Il existe de nombreux érudits célèbres
dont la faculté scientifique est une puissance séparée qui n'entretient aucun rapport avec le reste du foyer de leur âme. Chez Niebuhr, qu'il admirait, penser, sentir, agir, rester constamment unis, et cette même unité pénétrait toute la diversité de son imposant savoir, et lorsqu'il agissait, cela venait toujours de l'homme tout entier, de l'homme inséparé, ungeteilt, il n'est pas séparé. Son savoir est lui aussi un organisme, un tout inséparé. C'est le tout inséparé de l'ensemble des puissances spirituelles, c'est aussi Savigny qui parle. Un tout petit pas, toujours, s'agissant de l'intuition intellectuelle. Dans l'intuition intellectuelle, écrit Schelling, sujet et objet sont un sans médiation. Pourquoi? Et je vais essayer d'expliquer ça. Et ce point de rencontre, ajoute Schelling, il faut le situer très exactement dans la conscience de soi. Selbstbewusstsein, la conscience de soi. Et là, il faut expliquer. L'idéalisme allemand, c'est un approfondissement puissant et considérable, c'est à partir de là qu'on peut commencer à le comprendre, de la philosophie du sujet, c'est-à-dire de la philosophie moderne. Mais alors, il ne faut surtout pas faire comme Michel Vollet, Michel Vollet, j'ai dit. Il y a sujet et sujet. Hein. Il n'y a pas une longue ligne comme ça, pardon, elle est plutôt comme ça, la ligne de déclin, à cause de la subjectivité qui resterait une sorte de données inchangées, de concepts inchangés dans l'histoire de la philosophie. Hein. Il n'a rien compris à l'idéalisme allemand, il faut le dire. Hein. Et si on lit la préface à la doctrine du droit de Kant, il faut le lire pour s'amuser, sans le prendre au sérieux, que ce soit clair. Bon. Respect à Villet, mais là, sur les Allemands, mais aussi sur les médiévaux. Bon, et puis Hobbes, Grotius non plus. Bon. Non, mais on attend une nouvelle histoire du droit subjectif. Oui, elle est, l'idéalisme allemand, c'est cet approfondissement de la philosophie du sujet en travaillant le thème essentiel, la conscience. Et pour le dire d'une façon trop rapide, elle est une mise en abîme de l'ego cartésien, du sujet cartésien. Ce n'est pas le même sujet. Je pense donc je suis. Okay, tout le monde connaît ça. Ouais, mais quel est ou qui est ce je? Double sujet de cette proposition. Je pense donc je suis. Il y a deux fois je, mais est-ce que c'est le même jeu? Est-ce que c'est d'autres jeux? Est-ce que je est un autre? Ah bon. Qu'est-ce donc que cette substance pensante? Kant a lancé ces questions en posant le thème majeur pour tout l'idéalisme allemand de la conscience de soi. La conscience qui accompagne nos perceptions, celles dont nous sommes conscients, et nos pensées, est en même temps conscience réflexive de soi. Mais le soi dont il s'agit, ça n'est pas le corps, c'est la subjectivité même de ce sujet en tant que conscience. Et de cela, on l'a dit, je n'ai pas d'intuition sensible, j'ai une intuition sensible de mon corps. Elle est faussée le plus souvent. Mais je n'en ai pas non plus davantage de cette conscience, le concept, puisque, je le répète, celui-ci, le concept, a précisément pour fonction d'ordonner et de donner sens à ce qui se manifeste, à ce soi,
c'est-à-dire aux phénomènes qui affectent la faculté sensible. Or, le soi du jeu n'est pas un phénomène et ne peut donc être appréhendé par le concept. Donc, on n'a pas d'intuition de ce jeu, on n'a pas de concept de ce jeu. Un problème. Et c'est pour résoudre ce problème. Qu'est-ce que cette conscience de soi, qui n'est ni intuition, ni concept, que chez Fichte d'abord, puis chez Schelling, vient ou revient l'intuition intellectuelle. De leur thèse fondamentale, c'est de ce soi, de ce jeu qui pense. Je ne peux le concevoir, enfin pas concevoir, c'est pas bien. Je ne peux le penser qu'à travers une intuition intellectuelle. Et c'est de là que l'intuition intellectuelle tire sa légitimité dans cette philosophie contre l'interdit kantien, à cause du problème de Kant. Qu'est-ce que c'est que la conscience de soi? C'est pour résoudre ce problème, donc, que l'intuition intellectuelle arrive. Une conscience immédiate, c'est-à-dire sans les médiations du concept pour comprendre les phénomènes, etc., et le monde qui nous entoure, une conscience immédiate, écrit Fichte, se nomme intuition. Walter Benjamin, le philosophe allemand du XXe siècle, dit parfaitement ce qu'il en est. Et il écrit, je crois qu'il saisit très très bien ce qui se passe. Dans la conscience de soi coïncident intuition et pensée, sujet et objet. La conscience de soi s'unissent l'objet et le sujet. Conscience de soi, le soi est à la fois le génitif subjectif de la conscience et le génitif objectif de la conscience. C'est moi qui suis conscient d'un objet qui est moi. Sujet, objet, coïncidence. D'où l'immédiateté d'une conscience en tant que rapport de soi à soi. Mais sous deux rapports différents, dirait Rousseau. Il y a des sources rousseauistes, mais un sujet, un objet. Hein? Chez Rousseau, un sujet de la législation, un objet de la législation. Cette dichotomie. Une thèse provocatrice, c'est Rousseau est le premier philosophe de l'idéalisme allemand, mais il ne faut pas le dire trop fort. Chez Schelling, ça devient le sujet, trait d'union, objet. Vous me direz, et c'est pour ça que certains sont partis, qu'est-ce que tout cela ça a à voir avec la science historique du droit chez Savigny? Tout ça, pourquoi? Alors moi, j'ai été frappé par une phrase de Schelling dans sa contribution à l'histoire de la philosophie moderne. Alors chez lui, l'histoire de la philosophie moderne, c'est la philosophie moderne depuis son départ cartésien jusqu'à son aboutissement et parachèvement complet et absolu chez Schelling lui-même. Okay. Et alors, quand il parle de lui, vers la fin, Schelling dit en substance, écrit en substance, que c'est à partir du moment où sa pensée s'est concentrée sur ce thème de la conscience de soi, c'est à partir de ce moment-là que sa pensée est devenue historisante. Que c'est de là qu'il a pensé l'histoire, parce qu'il n'y a pas que Hegel qui pense l'histoire, dans cette histoire. Ma thèse, c'est comme ça que j'aurais aimé qu'on puisse aussi lire la première partie du livre sur l'histoire de la pensée juridique en Allemagne. C'est que l'historicisme du début du XIXe siècle, c'est une contribution à l'histoire de l'historicisme, doit être compris à partir du thème philosophique et idéaliste de la conscience de soi. D'abord, Fichte, Schelling mettent en crise à travers l'intuition intellectuelle, le sujet cartésien, car leur sujet à eux n'est plus, Monsieur Villet, si vous m'entendez là-haut, n'est plus le sujet cartésien. Donc Descartes dit qu'il est le fundamentum inconcusum, le fondement absolument solide. Alors moi je traduis toujours par fondement inconcassé, inconcassable.
ne peut pas le défoncer le sol de ce fondement. Parce que dans la conscience de soi, précisément, ce soi se concasse lui-même. Il n'est plus substance au repos. Et il n'est pas une espèce de substance comme ça, qui s'agiterait comme ça. Non. Il est dans son rapport à lui-même, inquiétude de soi par soi. Je veux dire, je vais sans doute exagérer ou surinterpréter, mais il y a peut-être une racine pascalienne là, le thème de l'inquiétude, qu'on retrouve, hein, c'est un mot aussi, unruhe, hein, c'est sans repos, hein, inquiétude, bon, racine latine, c'est ce qui n'est pas quiet, qui n'est pas reposé, qui ne se repose pas. Or, c'est un lieu commun. Hein, et chez Pascal, voilà, c'est le thème de l'inquiétude, il est partout. Et c'est évidemment, avec Hobbes, mais pour de toute autre raison, le premier critique, l'un des deux grands critiques de Descartes. Hein, c'est pas pour rien. Le soi, qui est soi? En fait, c'est un vieux thème augustinien, si on remonte loin. Mais dans l'idéalisme allemand, c'est un lieu commun. Et vous trouvez ça partout, chez tous les auteurs, et aussi chez Hegel, hein, que d'affirmer que le sujet, en tant que subjectivité, est une activité. Tätigkeit en allemand. Il n'est jamais dans une pure identité de soi-même, le soi à soi-même. Une identité de soi-même, pardon. Bien que ce soit, et que donc ce soit, pardon, excusez-moi, n'a pas vraiment de même dans ce soi-même. Le sujet diffère toujours de soi. Il est, si on me permet de citer Derrida, différence avec un A. D'où la question qu'on a entreaperçue plus haut. Mais quelle est donc l'identité de ce sujet mouvant? Et pardonnez-moi, mais on peut réfléchir à des thèmes très contemporains. C'est quoi l'identité? Ça agite beaucoup, hein? Non? Bah. Alors, un sujet, c'est une histoire. C'est l'histoire de son activité. C'est ce que j'ai appelé le tournant biographique dans la pensée du sujet. C'est une biographie, ce n'est pas le fondement absolu de son soi. Il s'échappe toujours à lui-même. C'est pourquoi la conscience de soi ne se pense elle-même, ne se saisit, c'est le mot exact, elle-même, que dans une historicité. Et c'est pourquoi la pensée de Schelling devient historique quand il approfondit le thème de la conscience de soi. Alors j'ai déjà donné, maintenant j'arrive à la conclusion, rassurez-vous, mais j'avais tout le temps. Mais on n'ira pas jusqu'à 20h05. J'ai donné quelques-uns des indices qui me disent, bon, il faut bien localiser Savigny dans ce milieu intellectuel-là. Bon, ce sont, bien sûr, Savigny ne les cite pas. Alors, si on fait de l'histoire positiviste, etc., on dit, oh, mais non, mais... Et si on lit que Savigny en français, on ne voit pas. Ouais, c'est pour ça que j'ai critiqué les traductions. On veut traduire en beau français dans la belle langue, c'est la traduction du 19e. Ah oui, mais non. Dans mon effort d'interprétation de Savigny, j'ai posé un postulat. Je pense que pour interpréter vraiment, il faut poser un principe d'interprétation au point de départ. Et on voit ensuite ce à quoi ça aboutit et si ça donne quelque chose, si ça marche, s'il y a quelque chose qui fonctionne. Dans De la vocation de notre temps, etc., Savigny pose le principe très célèbre, alors ça tout le monde le connaît, de sa conception du droit, le principe de sa conception du droit. Le siège véritable du droit, der eigentliche Sitz des Rechts, réside dans la conscience d'un peuple. C'est connu. On dira, c'est Pourta qui va parler d'esprit du peuple, Savigny le reprendra, mais chez Savigny, le premier Savigny, c'est conscience d'un peuple. Conscience. Et mon interprétation a donc consisté, le point de départ de mon interprétation, à considérer que
dans ce contexte intellectuel que j'ai rapidement décrit, il me semblait qu'il fallait donner au mot conscience dans cette phrase si célèbre tout son poids philosophique et pas passer à côté ou au-dessus comme ça. Plouf. Donc là, il y a quelque chose qui se joue. Et je veux dire que si on part de là, j'ai un peu pris les choses par la fin, mais on voit déjà qu'il y a pas mal de choses qui s'emboîtent, qu'il y a quelque chose qui marche, qu'on voit que cette conscience est une histoire de la conscience d'un peuple, parce que Savigny dit qu'un peuple, c'est un sujet. Il dit qu'un peuple, c'est une activité. Il reprend le mot Tätigkeit, le mot activité, que tout sujet est une activité. Et que, si c'est ça l'histoire d'un peuple, on comprend que cette histoire doit être interne. Sinon, on n'y comprend rien. On peut essayer d'expliquer par des causes, mais on ne comprend pas. Dans cette rénovation de l'herméneutique, c'est le début de la distinction entre expliquer et comprendre. Plus encore, la coutume. Savigny, ce n'est pas le penseur du droit coutumier. La coutume, c'est une source du droit, c'est une des trois sources du droit, qui émane immédiatement de la conscience du peuple et dont le rôle est important au début de l'histoire d'un peuple. Elle est, la coutume, écrit Savigny, je le cite, la première grammaire juridique des peuples. Mais la science du droit, c'est une autre source. Hein? La doctrine est-elle une source du droit? Savigny, la science du droit, c'est une autre source. Et c'est la plus importante. Moins immédiate sans doute, mais parce qu'il faut que les juristes se forment, se cultivent. Mais si les juristes sont correctement formés dans la méthode de l'école historique, alors elle actualise la science du droit sans cesse, cette conscience, en récapitulant par appropriation du sujet de cette conscience populaire son histoire interne, en se faisant de cette histoire une intuition intellectuelle vivante, qui n'interrompt pas la vie de la conscience populaire. Les progrès de la culture introduisent dans les sociétés une division du travail. Et on sait que, ça s'est documenté, Savigny a lu Adam Smith, La richesse des nations. Donc il se produit une division du travail et la vie consciente d'un peuple donc se particularise en diverses fonctions. Il en est une corporation spécifique, un Juristenstand, c'est-à-dire un État des juristes, mais un État avec un petit e, comme on dit le tiers-État ou les États généraux, le petit e, qui représente, dit Savigny, qui représente la conscience du peuple dans sa fonction juridique. Le mot représentation chez Savigny, doit être entendu en un sens fort. Cette corporation juridique doit présentifier, rendre présente à ce peuple le produit de sa propre conscience juridique. C'est un processus de la conscience de soi. Ce n'est pas autre chose. Et donc l'histoire est au cœur. En revanche, la législation, c'est l'acte de l'État. Or, l'État, Savigny dit que c'est l'enveloppe corporelle d'un peuple. Alors, pardon, qui permet à celui-ci d'avoir son unité politique. Pardon, mais corporelle, ça veut dire c'est pas spirituel. L'État ne participe pas immédiatement de l'esprit du peuple, ni même vraiment médiatement. L'État, si l'État, même à travers des assemblées représentatives qui se mettent en place à cette époque en Allemagne, représente lui aussi, on peut le dire, le peuple. C'est dans un sens très faible du mot représentation. En allemand, une Vertretung, c'est-à-dire une lieutenance. Il tient lieu d'eux, mais pas la représentation au sens fort que j'ai expliqué tout de suite. Le législateur étatique, donc, reste extérieur à la conscience du peuple. Il n'est pas dedans.
C'est pourquoi, s'il est aussi une source du droit, il ne l'est que de manière extraordinairement limitée, cosmétique, correctrice, là où il y a un problème pratique, alors on doit le résoudre, mais pas plus. Et on comprend qu'il ne saurait, sauf à violer la conscience du peuple, il ne saurait, puisqu'il n'est pas dans le siège authentique du droit, s'emparer de tout le droit d'un peuple, autrement dit, de codifier. D'où la querelle de la codification. Ça va mieux pour les juristes. Le fondement du droit réside dans la conscience d'un peuple ou dans son esprit. Là, dans la conscience, il y a une sorte de fermentation. Il y a quelque chose qui fermente dans un processus historique, mais qui est en soi invisible. Il faut le travail de la conscience de soi pour le rendre visible. L'esprit du peuple dit Pourta, le grand disciple de Pourta. On va encore travailler un peu, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ça va bien. L'esprit d'un peuple est un atelier obscur. Hein? Un atelier obscur. Le dunkle Werkstatt. Une source désigne, en général, le point où une eau obscure et souterraine jaillit à la lumière. Une source du droit, pour l'école historique, c'est exactement pareil. Les sources sont le moment où ce qui fermente obscurément dans l'atelier obscur de la conscience populaire se révèle. Où elle devient consciente de soi, en portant cette conscience donc à la conscience de soi. Savini utilise le mot révélation, qui a une connotation religieuse évidente. Offenbarung en allemand, c'est la révélation avec un grand R aussi. Et on peut rapprocher cette conception des sources du droit, encore une fois, de cette phrase de Schelling dans les Recherches sur la liberté humaine de 1809, toute naissance est naissance des ténèbres à la lumière. Donc les juristes participent de et à la conscience juridique de soi, d'un peuple. Et c'est pourquoi la science du droit doit être historique. Un mot, alors c'est la conclusion, c'est quelques lignes. Mais je ne peux pas ne pas dire un mot sur Savini et Hegel. Voilà, ils se sont détestés tellement. Il y a une lettre de Savini à un ami, alors je ne sais plus lequel, c'est peut-être Kreutz, peu importe. Et il dit, on m'a raconté les funérailles de Hegel, qui est mort prématurément, sans doute du choléra, en 1832, si je ne me trompe pas. Et on m'a dit que Rosenkranz, qui a écrit la vie de Hegel, qui était un hegelien fanatique et complètement admiratif, c'était terrible son discours. Voilà, il débordait d'émotions, c'était larmoyant, on aurait dit du Marc Lévy. Écrit Savini. C'était la guerre. Et Savini, dans cette lettre, Savini se réjouit de la mort de Hegel. S'il avait pu faire de ses propres mains, il l'aurait fait. Et de son petit affidé là, à Hegel, qui s'appelle Edward Gans, qui est venu par erreur à l'université de Berlin. Bon, et Hegel, il a lutté contre la venue de Hegel à Berlin de toutes ses forces, il a perdu, mais c'était terrible. Bon, j'ai développé ça dans l'article que M. Chevreau de décembre dernier, dans Droit et philosophie, dans le dernier recoin de la maison. C'est drôle, c'est une phrase de Pourta. Les philosophes se sont eux-mêmes confinés dans le dernier recoin de la maison, laissant les grands appartements de la pensée juridique aux juristes. Bon, on va les ramener à la raison. Hegel et ses élèves critiquaient Savini et ses disciples en disant « Oh, ceux-là, ils utilisent des concepts, des idées philosophiques, je crois que je l'ai suffisamment montré. » Mais pourtant, lui, il a été l'élève de Hegel au gymnasium de Nuremberg, quand Hegel était le recteur du gymnasium, c'est-à-dire le proviseur. Et puis, il a
il a très très bien connu Schelling. Jeune professeur à Erlangen, il allait suivre les cours de Schelling. Ensuite, il l'a suivi à Munich, il allait suivre les cours de Schelling à Munich. Ensuite, il est arrivé à Berlin 1 an après Schelling. Il arrive toujours 1 an après Schelling. Il le suit à la trace. Et il a dirigé la thèse du fils de Schelling, qui est devenu professeur de droit pénal, etc. Enfin, là, les liens sont extraordinairement forts. Donc Hegel est critiqué Savigny, etc. Ils utilisent des concepts et des idées philosophiques sans jamais rendre compte philosophiquement de leur raison. Alors c'est des philosophes, je ne vais pas dire dans le boudoir, mais enfin dans l'antichambre. C'est tardivement, en 1841, que Pourta s'est efforcé d'écrire une sorte de propédeutique philosophique, ce que n'a jamais fait Savigny, aux thèses de l'école historique. Ce sera l'objet de ma prochaine conférence, à Poitiers. Voilà. Hegel et Savigny se sont opposés sur la question de la codification. Tout le monde connaît les phrases terribles de Hegel sur Savigny, sans le citer, mais c'est clair. Mais ils reprochaient, et notamment avec Edward Gans, de ne pas faire l'histoire universelle du droit, de rester à une histoire particulière des peuples particuliers, des petits sujets là. Et là, ça veut dire qu'ils n'ont pas du tout la même conception, la même entente de ce que veut dire esprit populaire, parce que c'est aussi Volksgeist, ça se trouve aussi chez Hegel. Et ça se trouve chez Pourta, chez Savigny. Oui, tout ce que j'ai dit montre que esprit populaire ou conscience populaire, c'est esprit populaire, c'est le synonyme d'une conscience particulière d'un peuple chez Savigny comme chez Pourta. Or, chez Hegel, l'esprit est universel. C'est l'esprit universel de la liberté, dans son histoire, dans le développement de son histoire, dans son avènement. L'esprit d'un peuple n'est donc pas, comme dans l'école historique, la simple conscience de soi d'un peuple dans sa particularité, mais il est cette conscience en tant qu'elle porte historiquement l'esprit universel de la liberté. L'esprit juridique d'un peuple participe donc, chez Hegel, de et à l'odyssée de l'esprit universel. Et donc, il faut faire une histoire universelle du droit. De là, la divergence fondamentale entre les deux écoles, et que j'ai indiqué plus haut sans le dire de quoi il s'agissait. L'école historique ne peut penser qu'un système juridique dans l'histoire, quand les hegeliens entendent penser un système universel de l'histoire. Et là, j'ai fini. Avec 1 heure d'avance. Alors, c'est pas très évident de reprendre la parole juste après cette conférence. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour cet exposé qui a produit, je dois l'avouer, chez moi, presque mécaniquement, quelques frustrations intellectuelles et culturelles. Et merci beaucoup plus sérieusement pour nous avoir offert dans cette faculté. Alors sans transition, peut-être que la salle osera poser des questions, rebondir sur certaines choses. Oui, monsieur. Je viens essayer de prendre la parole. Vous parlez c'est de la Paul. Oui. Tous les problèmes du Völkisch. Völkisch, c'est plus tardif. Hein? Ah, c'est le XXe siècle. C'est Weimar. Hein? Völkisch, c'est Weimar. Et... oui, en tout cas, ce n'est pas nation. Parce que le mot nation existe aussi. Mais ne... Oui. Bon, j'ai précisé, parce que l'organisme populaire n'est pas un organisme biologique. Je veux dire, on est avant le début des théories de la race moderne. Alors, pas à l'époque de Savigny, c'est plus tardif. Oh. 1810. Chez qui? Ça m'intéresse. Les journaux commencent à montrer la race
en tant que constitution raciale se met en place, et notamment en excluant les Noirs. Il y a là le début de l'évolution du mot race. Le début de la fixation arrive là. Et ça, c'est venu, mais on peut s'arrêter là. Est-ce que vous avez une référence Non, oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Hein. Yes, eigentlich gewesen. Ranke suis. Alors, tel que ça a été véritablement, wie es eigentlich gewesen war, bon, je ne suis pas un spécialiste de Ranke, je ne suis pas l'esprit universel hegelien, donc ça va, heureusement. Mais bon, j'ai lu beaucoup de choses, mais ça date parce que moi, ça fait 25 ans, 26 ans que je travaille là-dessus, et où on disait qu'il ne fallait pas entendre cette phrase comme signifiant une histoire positiviste ou bêtement positiviste, et le récit de ce qui s'est passé tel que ça s'est passé, que la pensée de Ranke était plus proche de l'historicisme, alors pas de Savigny, parce que moi j'ai parlé de l'historicisme juridique et de Savigny, mais c'est un grand mouvement. L'école historique elle-même va se diviser entre les romanistes et les germanistes. Ça, j'en ai pas parlé. Ça va même aller jusqu'au conflit entre les deux. Alors on se dirait, ouais, les germanistes qui pensent aussi Volksgeist, et donc esprit du peuple, bon, ce sont